Voici le sommaire de ce journal. Rencontre ce jeudi à Paris entre le chef de l'État Alassane Ouattara et la directrice générale de l'UNESCO Audrey Azoulay. La coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution ainsi que la remise reportée du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO attribué en 2019 au Premier ministre éthiopien était au cœur des échanges que nous vous rapportons ce soir. Pascal Affinguessan chez le vice-président de la République Daniel Cohn-Bendit ce jeudi, la situation socio-politique du pays et le processus électoral ainsi que la réconciliation nationale sont entre autres les sujets qui ont animé l'échange entre les deux hommes. Nous parlerons aussi ce soir du démarrage ce jeudi de la visite du Premier ministre dans la région du Bois-Clair. À Fresco, la première étape de cette tournée de 3 jours, Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec les chefs traditionnels et la jeunesse. Une visite centrée sur le développement et la cohésion sociale. Les détails de cette première journée au cours de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal par cette rencontre à Paris entre le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara et Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO. L'entretien a permis de passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution des Nations Unies. L'autre sujet abordé au cours de la rencontre, c'est le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO, attribué en 2019 au Premier ministre éthiopien. Le point des échanges avec Mahama Traoré. Entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, l'histoire remonte au 27 octobre 1960, date de l'adhésion du pays à cette institution onusienne chargée de l'éducation, de la science et de la culture. Après 6 décennies de coopération aux acquis notables, les deux parties sont décidées à la renforcer, volonté matérialisée ce jeudi matin par la visite du président Alassane Ouattara au siège de l'UNESCO à Paris. Elle a été marquée par un entretien entre le chef de l'État et la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Nous tenions à venir saluer Madame la directrice générale pour son élection. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire l'a soutenue parce que nous estimons qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour faire un travail important. L'expérience montre qu'elle apporte une grande contribution au renforcement de cette grande institution. Et donc, je suis très heureux d'être là ce matin. Et vous savez également que l'UNESCO abrite le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Donc nous en avons discuté pour voir comment organiser les choses pour le futur. Je voudrais remercier Madame la directrice générale, lui dire que nous avons beaucoup de compatriotes qui sont employés ici et je sais qu'ils font du bon travail, qu'ils contribuent du mieux qu'ils peuvent au fonctionnement de l'institution. Ces dernières années, l'UNESCO a financé et mis en œuvre 23 projets en Côte d'Ivoire, des projets axés sur l'alphabétisation, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la liberté d'expression des médias. Sont également inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville historique de Grand-Bassam et les parcs nationaux de Taï et de la Comoé. À présent, cet autre fait marquant de l'actualité ivoirienne, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affinguessan, a été reçu ce jeudi par le vice-président de la République, Daniel Cohn-Bendit. Les deux hommes se sont entretenus sur la situation socio-politique du pays, notamment l'organisation des élections présidentielles en octobre 2020, le processus d'enrôlement sur la liste électorale et aussi la réconciliation nationale. Mahama Traoré nous rend compte de cette réunion. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République reçoit une délégation du Front populaire ivoirien FPI au palais présidentiel. Cette rencontre se tient à la demande du président du FPI pour échanger sur la situation sociopolitique du pays. Pascal Affinguessan a donc évoqué avec Daniel Cohn-Bendit les attentes de son parti quant à l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous sommes venus nous ouvrir au chef de l'État et au gouvernement sur ces questions et faire des propositions pour que la commission électorale indépendante, notamment la commission centrale, intègre tous les acteurs majeurs. Et donc que les décisions soient prises pour que tous les acteurs majeurs de la vie politique soient représentés dans cette commission électorale indépendante et que les commissions locales soient réorganisées de manière à refléter l'ensemble des forces politiques du pays. Autre sujet abordé durant ces 2 heures d'échange, le processus d'enrôlement sur la liste électorale.
Le procès Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale, la réconciliation nationale et même le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Nous nous inquiétons par rapport à la situation actuelle et nous avons tenu quand même à l'exprimer pour que le président voit dans quelle mesure il peut agir pour que personne, aucun Ivoirien, n'ait des raisons de mettre à mal la paix et la stabilité de ce pays, surtout dans la perspective des élections présidentielles de 2020. Et Pascal Affi-N'Guessan de réaffirmer la volonté de maintenir le dialogue avec le pouvoir pour la bonne marche de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement est depuis ce jeudi dans le Gbokle. Il entame ainsi une visite de 72 heures axée sur le développement et la cohésion sociale. Amadou Gon Coulibaly, qui a entamé sa tournée dans le Gbokle par le département de Fresco, a rencontré les cadres et la chefferie traditionnelle de cette région. L'ambiance à l'arrivée du Premier ministre et l'essence des échanges avec les chefs traditionnels de cette région est rapportée dans ce reportage d'Alexis Ouedraogo. Voilà le Gbokle mobilisé pour recevoir ce jeudi le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. L'effet immédiat de cette visite, la côtière a été plus ou moins polie, nous a permis de faire, alors qu'on faisait 6 heures, 7 heures de route, en moins de 3 heures de temps, on est venu à Fresco et à Sassandra. Le Premier ministre entame une visite de travail de 72 heures dans la région en vue de s'imprégner des réalités du terrain et propulser les actions de développement. Nous venons donc, au nom du président de la République apporter de bonnes nouvelles à cette belle région du Gbokle. À la résidence du préfet, la chefferie traditionnelle et les cadres saluent les actions déjà entreprises dans le département et surtout les actions à venir. Nous sommes convaincus que la JBC gouvernementale que tient jalousement le chef du gouvernement en venant ici à Fresco est très profonde et contient beaucoup de choses. La population qui vous reçoit aujourd'hui sait, pour vous avoir observé depuis votre accession au poste de Premier ministre, que vous ne vous déplacez jamais les mains vides. Rénovation de l'hôpital général, adduction en eau potable, autant de points évoqués auxquels le chef du gouvernement répond. Amadou Gon Coulibaly appelle surtout à la paix. Ce que vous voulez, c'est avoir un peu plus d'eau. Ce que vous voulez, c'est avoir un peu plus d'électricité. Ce que vous voulez, c'est que vos enfants puissent aller à l'école. Ce que vous voulez, c'est pouvoir mieux donc, vous soigner. Ce que vous voulez, c'est que les producteurs agricoles gagnent un peu mieux donc, leurs revenus. C'est ça les préoccupations donc, de Fresco. Et je vais vous dire que ces préoccupations-là, ce sont également les préoccupations du gouvernement et les préoccupations du président de la République. Ce qui n'a pas encore été fait, je vais prendre l'engagement que ce sera fait. Mais apprécions également ce qui a déjà donc, été fait de 2011 donc, à maintenant. Le chef du gouvernement a aussi reçu en début d'après-midi les jeunes et les femmes à qui le même mot de paix, socle de développement, a été présenté. Le Premier ministre, sachant les attentes des populations du Gbokle, a au sommaire de sa visite des inaugurations d'infrastructures, des visites de projets sociaux et des travaux de développement. Et d'ailleurs, ce jeudi, il a procédé au lancement du bitumage de la voirie de Fresco. Alexis Ouedraogo. Deuxième temps de cette rencontre du Gbokle, le lancement des travaux de bitumage de la voirie de Fresco. Le Premier ministre a décidé donc d'offrir 5 km de bitume à la ville de Fresco. Donc nous allons lancer ces travaux-là. Ça va régler le problème de mobilité donc, dans la ville et lui donner quand même une certaine allure, donc plus agréable. Dans le cadre du programme du gouvernement, la côtière va être transformée en autoroute. La sortie d'Abidjan, on a un projet d'Abidjan jusqu'à Songon. Les marchés sont en train d'être passés, donc c'est un financement de la BAD. Vous avez donc de Songon, Dabou, Grand Laou, c'est un financement chinois, le contrat a été passé et les études sont en train d'être terminées entre Grand Laou, Fresco, Sassandra et San Pedro pour l'étude. Donc je pense que c'est ce que M. le Premier ministre a annoncé. On va finir donc assez rapidement les études de sorte que les financements et les travaux puissent démarrer. Pour l'heure, la côtière restera bien entretenue le temps de la fin des travaux.
Et les populations du Boclé ont aussi eu leur rendez-vous avec Amadou Gon Coulibaly qui leur a annoncé des projets pour le développement de leur région. C'est un meeting dont témoigne Herman Guivet. Si la ville de Fresco n'est pas avare en brise de mer, elle a démontré qu'elle sait recevoir ses hôtes de marque. En visite de travail dans le Boclé, Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre, prend un bain de foule. Des populations de Fresco venues écouter le chef du gouvernement et entendre les bonnes nouvelles dont il est porteur. De bonnes nouvelles précédées d'actions concrètes dont la remise symbolique de chèques aux jeunes pour financer leurs projets. Ceux-ci s'inscrivant dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes. Monsieur le Premier ministre, nos populations sont confrontées à la question de la desserte en eau potable et pourtant, nous sommes entourés totalement de lagunes. Le château en service, en ce moment, ne couvre plus les besoins de la ville, si bien que nous assistons impuissamment à ce triste spectacle qui fait réveiller toute la ville en pleine nuit à la recherche de l'eau. Cette situation est la principale doléance de toute la population de Fresco que je porte à votre attention. Une occasion à saisir pour les élus et porte-parole des populations pour faire le lit de quelques doléances. Direction de Dacioko en sous-préfecture, un débarcadère à Fresco, un marché central à Fresco, un commissariat de police à Fresco, un centre de formation professionnelle à Fresco, la réhabilitation du lycée de Fresco, la construction de 2 brigades de gendarmerie à Gbagbam et à Daïri, l'amélioration des plateaux techniques médicaux de Dacioko, Fresco, Gbagbam et Daïri. Les populations du département de Fresco rassurent de leur loyauté et de leur fidélité au président de la République et à vous, monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a fait l'annonce du démarrage de grands travaux dans la région du Boclé pour le bonheur des populations. Ici, dans la région du Boclé, et tout particulièrement dans le département de Fresco, en matière donc d'infrastructures routières, les travaux de reprofilage de routes en terre ont déjà concerné, pour la période 2015-2017, plus de 350 km de route. La troisième phase de ce programme concernera, au cours donc de 2020, 408 km dans cette région, afin de faciliter l'écoulement des produits agricoles et le déplacement des populations. En matière d'adduction d'eau, je dois dire que la région a quand même bénéficié de 248 pompes à motricité humaine, d'infrastructures d'hydraulique villageoise améliorées. Cependant, après avoir écouté les chefs traditionnels et le porte-parole des populations, j'ai le plaisir de vous annoncer, chers chefs traditionnels et chères populations, que d'importants investissements d'un montant de 10 milliards de francs CFA sont prévus dans cette région. Et pour le département de Fresco, notamment les sous-préfectures de Daïri, Fresco et Gbagbam, ce sont 45 nouveaux systèmes d'hydraulique villageoise qui seront réalisés, 4 nouveaux systèmes d'hydraulique villageoise améliorés et 50 km de linéaires qui seront construits dans le cadre de travaux d'extension hydraulique urbaine. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, pour ce qui concerne Fresco également, que nous avons signé avec un groupe qui s'appelle Mitreli et que le deuxième château d'eau de Fresco sera bien et bien construit. En matière donc d'électricité, les investissements engagés dans la région sur la période 2012-2019 se sont élevés à 4 milliards 900 millions de francs CFA. Mais le plus important est de vous dire que d'ici la fin de l'année 2020, les 12 dernières localités du département de Fresco seront toutes électrifiées, ce qui portera le taux de couverture en matière d'électricité à Fresco à 100%. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, il est prévu la réalisation de 8 collèges sur la période 2020-2023. Nous avons noté la doléance particulière en ce qui concerne le lycée de Fresco. Je prends ici l'engagement d'en parler avec Madame le ministre de l'Éducation nationale pour que dans le cadre de tous ces programmes, nous puissions les restructurer pour que la priorité soit accordée au lycée
de Fresco. Amadou Gon Coulibaly a également véhiculé un message de paix aux populations à l'orée des élections de 2020. Je sais que je peux compter sur vous, chers parents de Fresco, pour être partout des messagers de paix et des acteurs dévoués au développement de votre région et partant de la Côte d'Ivoire. Merci à chacune et à chacun pour ce bel hommage au président de la République, à qui je rendrai fidèlement compte de votre engagement. Les populations de Fresco peuvent d'ores et déjà se réjouir. Au menu de la présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans le Boclé, la mise sous tension d'un quartier de la ville de Fresco. Et les réactions sur ces actions de développement annoncées ne se sont pas faites attendre. Au terme du meeting, les populations se sont exprimées au micro de Herman Guivé. On regarde. Le discours que je viens d'entendre, c'est vraiment un discours d'espoir pour un peuple qui est longtemps resté dans la léthargie, qui a été oublié un tant soit peu. Il vient nous renaître de nos cendres et nous donner une nouvelle, un espoir. Il vient nous donner la force de vivre. Vraiment, on voudrait lui dire merci. Cela dénote de ce qui est son leitmotiv, c'est le développement. Dans tout ce qu'il doit faire, il faut le développement et c'est à travers la paix que le développement va véritablement s'installer. Très beau discours, un discours de rassemblement, un discours de paix. C'est ce que nous recherchons en Côte d'Ivoire. Nous cherchons la paix, le rassemblement et la cohésion. Et ça, c'est ce que le Premier ministre a dit au nom du président de la République. Nous sommes en joie. Ce matin, nous venons d'écouter un discours d'espoir. Et nous savions que, oui, lorsque le Premier ministre Gon Coulibaly se déplace, c'est le président Alassane Ouattara qu'on appelle solution qui se déplace. Et effectivement, nous avons eu, oui, effectivement, les signes. Et c'est pourquoi nous voudrons dire merci au président de la République. Merci au Premier ministre Gon Coulibaly, parce qu'il vient de délivrer le peuple gaudier. Le peuple gaudier qui a toujours cru, oui, au pouvoir Alassane Ouattara. Le peuple, vous avez vu la démonstration de force de cette mobilisation. C'est pour dire que, au-delà de ce que les gens peuvent penser, Fresco reste forcément attaché. Le Boclé reste forcément attaché à Alassane Ouattara. Le reste forcément attaché, oui, à Gon Coulibaly. Son discours est un discours qui rassemble. Parce qu'à l'entendre, vu ce qu'il va créer, ce qu'il va faire, les écoles, l'adduction d'eau, tout ce qu'il a proposé, vraiment si cela est réalisé, vraiment je lui tire le chapeau. Voilà. La campagne 2020 de commercialisation de la noix de cajou a démarré le 6 février dernier. Pour les producteurs, c'est une saison commerciale qui s'est ouverte avec beaucoup d'inquiétudes. Pour cause, à Odiéné, un incendie dont les origines sont encore inconnues a consumé entièrement le bâtiment abritant les sections névralgiques de l'unité de transformation de noix de cajou. Alors que cette usine reprenait à peine ses activités après plus d'un an de fermeture, les machines installées ont été entièrement consumées. Les images du drame dans ce reportage de Kolo Coulibaly. Voici ce qui reste de l'unique usine de traitement de noix de cajou d'Odiéné. Les dégâts sont énormes. Le feu a eu raison de la majorité des machines installées dans ce bâtiment. C'est notre usine qui est cœur de Kabadou, qui est partie en fumée. Tout est parti en fumée. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Selon les responsables de l'usine, c'est plus de 800 emplois directs et indirects qui sont en danger. Les employés sont dans une situation inquiétante, surtout que la campagne 2020 de commercialisation de noix de cajou vient de démarrer. C'est ici, on prenait les produits pour pouvoir avoir un meilleur prix. Le prix fixé par l'État. Mais aujourd'hui, si cette usine ne participe pas à la campagne, on est exposé à des acheteurs véreux. Face à l'inquiétude des travailleurs, la présidente directrice générale du groupe CITA rassure. Il faut des travaux d'envergure pour qu'on puisse espérer participer à la campagne de cette année 2020. Mais je voudrais dire à nos chers parents de continuer les bénédictions. Nous allons nous battre pour qu'on puisse participer à la campagne. Avec une capacité de production de plus de 50 000 tonnes par an, l'usine de traitement d'anacarde d'Odiéné est entièrement partie en fumée avec la totalité de son contenu. Tout notre soutien à toutes les parties concernées par ce drame. Passons à présent au dossier politique. Depuis la nuit du 31 janvier au 1er février dernier, le Royaume-Uni n'est plus un pays de l'Union européenne.
C'est une première sur le vieux continent et du coup, les interrogations se lèvent, notamment sur l'avenir de la relation commerciale du Royaume-Uni, d'abord avec les 27 autres pays membres de l'Union européenne et aussi avec le reste du monde. Des relations diplomatiques commerciales sont donc à rebâtir et de nouveaux partenaires sont à conquérir. Une nouvelle perspective pour le Royaume-Uni à laquelle Herman Guivet s'est intéressé, suivant son analyse présentée dans ce dossier. C'est effectif. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, mais pour y arriver, quel parcours? Le Brexit est une abréviation de British Exit, traduction sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pour la petite histoire, tout commence en janvier 2013. David Cameron, alors Premier ministre du Royaume-Uni, propose un référendum sur le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ce référendum est lui-même une promesse de campagne que le candidat Cameron avait engagée alors qu'il briguait un second mandat de Premier ministre. Le divorce du Royaume-Uni avec l'Union européenne ne se fera pas ipso facto, car en réalité, l'Europe ne semble pas du tout préparée à accepter l'idée du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est quand même quelque chose qui m'affecte un peu parce que voilà, c'est les Anglais, leur humour, etc. Ça fait partie pour moi de l'Europe pleine et entière. Ce départ, qui signifierait pour l'Union européenne la perte de l'une de ses 3 plus puissantes économies, est le début d'un délitement de cette union. Entré dans le bloc européen en 1973, le Royaume-Uni est le premier pays à le quitter. Après 60 ans de vie au sein de cette union, une volonté de rupture avec l'Union européenne actée par un référendum le 24 juin 2016, les Britanniques votent en faveur de la sortie de leur pays de l'Union européenne. Le vote révèle cependant une division sur l'idée de cette sortie de l'Union européenne, tandis que Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord voulaient rester dans l'Union européenne. Le nord de l'Angleterre, le pays de Galles, vote largement contre. David Cameron, qui avait appelé à un maintien au sein de l'Union européenne, démissionne et passe le tablier à Theresa May, qui se donne pour mission première de conduire les négociations qui devraient permettre d'aboutir à la sortie effective du pays de l'Union européenne. Un processus de négociation de sortie entaché de rebondissements tant au sein du Royaume-Uni que de l'Union européenne. Le Royaume-Uni et l'Union européenne pendant presque 2 ans avant d'aboutir à un accord. Le 31 janvier 2020, à minuit, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Je pense qu'aujourd'hui est un grand jour pour la Grande-Bretagne. Nous nous sommes libérés des chaînes de l'Union européenne. C'est un jour où ce pays peut à nouveau prospérer. C'est juste un sentiment de tristesse écrasant. Je veux dire que oui, je suis déçu dans une certaine mesure parce que je suis pro-Union européenne. Au lendemain de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, affirme que l'Union est prête à faire certaines concessions au Royaume-Uni sur le plan commercial. Nous sommes prêts à offrir un accord commercial très ambitieux comme pilier central de ce partenariat avec notamment aucun tarif douanier et aucun quota sur tous les biens entrants. Cet accord constituera le pilier central du partenariat avec Londres et vise notamment à éliminer tous les droits de douane et tous les quotas sur les liens échangés avec le continent. Se prononçant sur sa vision de la désormais future relation de son pays avec les 27 États membres de l'Union européenne après le Brexit, le Premier ministre britannique Boris Johnson assure que le Royaume-Uni ne mènera aucune concurrence déloyale à l'Union européenne sur le plan commercial, économique et environnemental. Il rejette cependant tout aliment sur les règles de l'Union européenne en matière de libre-échange. Il n'est pas nécessaire qu'un accord de libre-échange implique l'acceptation des règles de l'Union européenne sur la concurrence, les subventions, la protection sociale, l'environnement ou toute autre chose similaire, pas plus que l'Union européenne ne devrait être obligée d'accepter les règles britanniques. Tout sujet en rapport avec le commerce devra être soumis à de fortes négociations. Boris Johnson envisage de restaurer la pleine souveraineté de son pays sur ses frontières. L'immigration, la concurrence, les règles encadrant les subventions, les approvisionnements, la protection des données. Le Royaume-Uni continuera d'observer les règles de l'Union européenne pour ce qui concerne les traités déjà envisagés avec ses partenaires sur une période de transition qui court jusqu'au 31 décembre 2020. Passé cette date, des réformes sérieuses seront engagées. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les traités engagés concernent les APE, les accords de partenariat économique commerciaux. Les partenaires africains ne devraient pas avoir de crainte à ce sujet. Fin d'un marathon qui aura duré presque 4 ans. C'est un dossier à revoir sur les www.rti.ci.
Le Japon, dans le cadre de sa coopération avec la Côte d'Ivoire, soutient la seconde étape du projet de développement des ressources humaines pour le renforcement de l'administration locale dans les zones centre et nord du pays. Des experts de l'Agence japonaise de coopération internationale ont conduit pour cela dans les localités concernées des sessions de formation destinées aux agents des collectivités locales. L'objectif, c'est de renforcer les capacités de ces agents pour une meilleure compréhension des populations. Les explications de Michel Dicré. Quelle méthodologie les fonctionnaires des collectivités territoriales doivent adopter pour mieux cerner les besoins des populations liés aux infrastructures publiques? L'idée est qu'ils soient mieux outillés à préparer des plans de développement basés sur les besoins réels des personnes et selon les priorités clairement identifiées. Une équipe d'experts de l'Agence japonaise de coopération internationale vient de réaliser une enquête dans la région du Haut-Sassandra. Après les recommandations qui en découlent, le directeur général de la décentralisation donne la feuille de route à ses collaborateurs. Ces enquêtes constituent un bon diagnostic. Ces enquêtes constituent une photographie, un état des lieux. Sans cela que cet atelier est très déterminant en ce qu'il va aider à améliorer la gestion de nos populations. Nous avons maintenant un instrument de travail qui nous permet de disposer d'une cartographie des localités concernées par le PCNCI. Et donc le Japon vient de nous indiquer la voie à suivre. De 2013 à 2016, la première phase du projet dans la région du Boclé a donné des résultats encourageants en ce qui concerne le renforcement des capacités des agents des collectivités territoriales. C'est cette expérience que nous allons partager dans le Haut-Sassandra. L'équipe d'experts a partagé le plan des projets pilotes à mettre en œuvre. Elle a également expliqué le processus de sélection des sites devant être achevé au cours de la prochaine réunion du comité conjoint de coordination en avril prochain. À Bouaké, les chefs traditionnels et chefs de communauté s'engagent à promouvoir la paix, l'union et la cohésion sociale pour favoriser le développement de la Côte d'Ivoire. Boubacar Silla et Kader Sogodogo nous en disent davantage. Rencontre chefs traditionnels et chefs de communauté à Kwasi-Blekro, commune de Bouaké. La paix, l'unité, la cohésion sociale et le développement local sont les points abordés au cours des échanges. Une initiative de l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Bouaké. Occasion pour les chefs traditionnels d'exprimer leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement pour les actions de développement réalisées dans la région de Bouaké. En tant que président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels, nous avons tourné pour vous expliquer la nécessité d'être ensemble, pour vous expliquer la nécessité de créer des développements sociaux, des développements économiques et des développements humains. Au nom du Premier ministre, le ministre des Transports, Amadou Koné, cadre de la région de Bouaké, salue l'action des chefs traditionnels. Il invite les têtes couronnées à promouvoir la tolérance et à travailler pour la réconciliation, l'inclusion et le développement. Nous sommes dans une année qui est une année importante. Ce qu'il faudra préserver, c'est notre unité. C'est l'amour des uns pour les autres. Et ceci étant fait, tous les autres débats pourront se faire, des débats en vue donc, du développement harmonieux de notre nation. Et les remercier pour ce qui est fait, les encourager et leur dire qu'ils ont tout notre soutien. Pour célébrer la noblesse en pays à Caen, un festival dénommé Angwa Festival verra le jour. Le train donc de Nana Agni, qui à la vitesse de croisière va devenir Angwa Festival, est sur les rails. Pour avoir le développement, il faut la cohésion, il faut la paix. Créée en 2019, l'Union des chefs de tribus, des chefs de village, des chefs de communauté et des notables du département de Bouaké regroupe l'ensemble des 13 chefs de canton, des 350 villages et des chefs de communauté du département de Bouaké.
À présent, l'information du reste du monde. Le coronavirus renommé Covid-19 inquiète l'économie mondiale. Hier considéré par l'OMS comme l'ennemi mondial numéro 1, c'est à présent le FMI qui s'inquiète de l'impact de l'épidémie sur l'économie du monde. La Chine, deuxième puissance économique, représente 16% du PIB mondial. C'est donc l'un des centres névralgiques de l'économie du monde qui chaque jour présente un bilan de contamination et de décès plus lourd que la veille. 1367, c'est le nombre de personnes décédées à ce jour de l'épidémie. Malgré les efforts de reprise d'activité, l'économie chinoise tourne au ralenti. Dans le reste du monde, les effets du coronavirus se font ressentir sur le marché. Ce problème, la Chine l'a vu venir et prévoit injecter 240 milliards de dollars pour tenter d'atténuer les conséquences de l'épidémie sur l'économie dans le monde. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Kolo Coulibaly revient demain à 23h pour le suivi de l'actualité sur RTI 1. Je vous retrouve lundi. Je vous souhaite également une excellente fête de l'amour. Bonsoir à vous.